Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Alors bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Centre des Arts. Je suis content de vous voir quand même assez nombreux pour venir voir ou revoir ce film d'Abel Ferrara, King of New York, de 1990. Quels sont ceux parmi vous qui l'ont déjà vu ? Ah, quand même, plus de la moitié peut-être. Alors je ne sais pas dans quelle version vous l'avez vu, parce que c'est un film qui était quand même bien diffusé effectivement, mais qui a été restauré correctement il n'y a pas si longtemps que ça. Auparavant, les copies qui étaient disponibles en DVD et même Blu-ray étaient quand même pas très satisfaisantes. Et donc, j'espère que ce soir, vous allez redécouvrir le film si vous ne connaissez pas la restauration 4K qui est toute récente et qui a été éditée chez Carlotta. Et en tout cas, vous allez pouvoir voir ou revoir aujourd'hui ce film d'Abel Ferrara de 90 qui va donc vous parler de Frank White, interprété par Christopher Walken, qui joue un gangster qui sort de prison et qui va tenter de reconquérir son territoire à New York. Je ne vais pas vous en dire plus, vous allez le découvrir. Christopher Walken, vous le connaissez probablement, hein, c'est probablement son plus grand rôle dans ce film, mais notre cœur balance peut-être avec son rôle dans Voyage au bout de l'enfer en 78. Hein, c'est probablement ses deux plus grands rôles. Entre-temps, dans les années 80, vous l'avez probablement vu dans des films comme La Porte du Paradis, il y a Les Chiens de guerre, Dead Zone qui est relativement connu en 83. Il a même joué un méchant dans James Bond en 85, c'était Dangereusement Vôtre. Et puis il fait partie de ces acteurs qu'on a plaisir à retrouver même dans des seconds rôles dans une pléthore de films depuis les années 90. Je ne vais pas tout citer, mais il a fait beaucoup d'apparitions. Et il a également joué en tout, je crois, au moins 3 fois chez Abel Ferrara, puisqu'il reviendra dans The Addiction et dans d'autres films. Alors, moi, je trouve qu'il a... j'avais noté une expression pour décrire Christopher Walken. Je trouve qu'il a un mélange indéfinissable de charme et puis d'inquiétante malice. Il y a quelque chose chez lui de très particulier dans le jeu, y compris une façon de jouer de manière un peu presque fausse, un peu qui le rend étrange. Enfin bon, on en discutera après la séance. C'est un film dans lequel Ferrara va révéler des acteurs qui vont ensuite faire une carrière assez importante. Au premier rang desquels il y a Lawrence Fishburne qui avait déjà joué des petits rôles, c'est la première fois où il crève vraiment l'écran, et ensuite il va jouer dans Boys in the Hood, et puis il sera ensuite mondialement célèbre pour son rôle de Morpheus dans Matrix. Vous avez Wesley Snipes qui à l'époque n'était pas du tout connu, qui va ensuite arriver à une certaine notoriété avec New Jack City, et puis ensuite il va devenir quand même une des icônes du cinéma d'action des années 90 avec Blade et puis d'autres films. Vous allez voir David Caruso, il y a Steve Buscemi aussi qui va devenir un acteur régulier du cinéma indépendant. Concernant Abel Ferrara, alors je ne sais pas si vous êtes familier de son cinéma. C'est quand même tout à fait particulier comme cinéaste. C'est-à-dire que là, vous avez, à mon avis, on va voir ce qui constitue le sommet de sa carrière. Hein, le début des années 90, il y a ce film et Bad Lieutenant, en gros. Mais c'est quelqu'un qui a démarré sa carrière dans les années 70. Alors, globalement, on peut dire que c'est une des grandes figures du cinéma indépendant américain, basé à New York. Il fait partie de ces cinéastes qui a le plus arpenté cette ville, qui l'a le plus représenté. On dit souvent qu'il a opéré dans un genre néo-noir. Ça c'est peut-être un qualificatif un peu vague, mais surtout il a fait des films globalement qui ont souvent été controversés, qui est souvent assez violents, des films qui notamment à partir de celui-ci vont mettre en jeu des questions d'ordre spirituel, religieux. Mais globalement, c'est un cinéaste que je qualifierais de très torturé. Il est un peu comme Scorsese, hein, c'est quelqu'un qui a grandi à New York dans les quartiers pauvres. Alors, c'est pas l'Italie, mais c'est le Bronx. Et il a des origines qu'on peut qualifier de prolétaires.
Ses parents, alors sa mère était d'origine irlandaise, son père d'origine italienne, grand-père immigré. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Bah oui, que son père, c'était quand même compliqué parce que c'était quelqu'un, voilà, d'alcoolique, de suicidaire, qui avait beaucoup de liens avec les gangsters ou la mafia locale. Qui était bookmaker, qui s'occupait de bars un peu louches. Si je vous encourage, si ça vous intéresse de creuser, Abel Ferrara a publié ses mémoires il y a quelques années, et il raconte des anecdotes sur son enfance, son adolescence, et il raconte comment pouvait se comporter son père. Je trouve ça intéressant de vous raconter ça. Je suis désolé d'être un petit peu long, mais ça pose un peu le personnage. Mais il racontait que lors d'une sortie familiale où ils devaient tous aller au restaurant, ils sont partis dans la voiture familiale pour aller se garer devant le restaurant, et comme c'était des quartiers un peu mal fréquentés, il y avait un jeune voyou qui s'était mis devant et qui avait interdit à son père de se garer parce que c'était son territoire, etc. Et son père a littéralement pété un plomb et a commencé à complètement massacrer le type en le balançant sur le pare-brise de la voiture, etc. Ce qui est, je vous raconte ça, c'est assez horrible, mais ce qui est intéressant, c'est que de Ferrara raconte que toute la voiture et toute la famille était tétanisée dans la voiture. Le père a essayé de rouler sur le type, quelque chose de folie furieuse, si vous voulez. Et Ferrara raconte que ensuite, une fois que l'épisode est passé, ils sont allés au restaurant, ils ont mangé ensemble, et personne n'a dit un seul mot sur ce qui venait de se passer. Donc c'est le type d'ambiance, si vous voulez, quand même, qui pose un peu le cadre d'une enfance qui a dû être quand même par moments assez traumatisante, quoi. Le deuxième chose qui, à mon avis, aide à comprendre qui était le personnage de Ferrara, c'est que c'est quelqu'un qui a été, qui a été sous l'emprise de plein de substances. Il raconte dans son, je sais plus si c'est une interview ou dans ses mémoires, il dit: j'ai commencé à fumer de l'herbe à 17 ans et jusqu'à 61 ans, je n'ai pas passé un jour sans être défoncé d'une manière ou d'une autre. Et quand on dit défoncé, c'est que alcool, herbe, les mélanges, etc. Et puis à partir de King of New York, que vous allez voir, il s'est mis à prendre du crack pendant 2 ans, ce qui est quand même très, très violent. Et après, pour arrêter le crack, il est passé à l'héroïne. Donc ce qui était sans doute très pratique pour arrêter, mais enfin bon, il en a eu pour 20 ans d'addiction à l'héroïne jusque dans les années 2010. Et je dis ça parce que c'est la question de l'addiction, elle est très présente dans le cinéma de Ferrara, jusqu'à donner son titre à un film en 96. Donc si vous avez l'occasion, regardez, il y a un épisode de Cinéaste de notre temps sur Abel Ferrara qu'on peut trouver sur YouTube, qui date de 2003, et qui montre un peu quel personnage c'est au quotidien. C'est un type qui est, je pense, demande énormément d'attention, qui est tout le temps en train de solliciter son entourage, de raconter des choses, etc., et qui a l'air quand même relativement difficile à vivre, je pense, et en même temps un artiste très exigeant quand même, et qui produit beaucoup de choses. Il y a un épisode assez drôle dans ce documentaire où il va dans un petit magasin de disques de son quartier, et il fait tout un numéro avec la guitare, il raconte sa vie, il raconte des anecdotes, et les gens l'écoutent autour, etc. Et puis évidemment, il est passablement ivre, etc. Et à la fin, quand il sort du magasin, le propriétaire se tourne vers la caméra et il dit c'est un sacré personnage, Abel. Bon, la première fois qu'il est venu dans mon magasin, je l'ai foutu dehors parce que je pensais que c'était un clochard, quoi. Donc faut voir aussi physiquement comme il était abîmé par ses addictions, quoi. En tout cas, il commence. Alors c'est quand même assez. Avec le recul, c'est savoureux quand même tout ça, parce que c'est quelqu'un qui a traversé des choses assez incroyables. Et le début de sa filmographie est quand même aussi stupéfiant, puisqu'il a fait des études de cinéma à la fac, et pour faire son premier film, il s'est dit qu'il faut opérer dans un genre qui rapporte de l'argent. Et il a réalisé son premier film, c'est un film porno, en 1976. Qui s'appelle Nine Lives of a White Pussy. Alors je peux pas vous dire que je l'ai vu en entier parce que c'était quand même pas très c'est pas très réussi et puis c'est pas très intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour le financer, il a eu recours à de l'argent de la mafia.
Il a lui-même incarné un des personnages dans le film. Et on va le voir jouer dans ses films pendant les 3 premiers films de sa filmographie. Donc voilà, c'est quelqu'un qui avait quand même pas froid aux yeux. Et son deuxième film en 1979, ça sera Thriller Killer, qui est un film alors qui est classé dans le genre horreur, si vous voulez, mais qu'il a réalisé en se disant, pareil, qu'est-ce que je peux faire pour faire un film qui ait du succès, qui rapporte de l'argent et qui coûte pas cher, quoi, hein, sur le modèle de Massacre à la tronçonneuse, si vous voulez. Et donc il a fait ce film dans lequel il incarne un peintre qui finalement n'arrive pas à vivre, à vendre ses toiles, à régler ses factures, etc. Et qui devient complètement fou et se met à assassiner des gens avec une perceuse. Donc voilà. Non mais c'est intéressant quand même de savoir tout ça. C'est un film qui est presque underground, quoi, qui est filmé en 16 mm, assez crapoteux, etc. Mais qui va beaucoup marquer le cinéma de genre, on pourrait dire. Au début, il est identifié comme ça. Ferrara, il va récidiver 2-3 ans plus tard en faisant un film qu'on appelle un film du genre Rape and Revenge. C'est L'Ange de la Vengeance en 81. Dans lequel une jeune femme qui travaille dans la haute couture se fait violer dans la rue 2 fois. Parce qu'une fois ça suffisait pas visiblement, et qui ensuite va passer le film à se venger de tous les hommes qu'elle croise en fait. C'est un film qui est absolument passionnant. Je vous le recommande. Alors c'est un genre qui est violent, qui est difficile, mais je trouve que c'est absolument saisissant. Alors en tout cas, j'essaie d'avancer un peu vite, mais les années 80, ça va être un moment où il va se frotter un peu à l'industrie hollywoodienne. Il va réaliser par exemple 2 épisodes de Miami Vice, il va faire des pilotes de séries, des choses comme ça. Donc il va se frotter un peu au système, si vous voulez, et il va aussi apprendre à travailler avec des vraies équipes, quoi. Et donc il va faire entre autres un film qui s'appelle China Girl, qui est une sorte de Roméo et Juliette entre le quartier de Little Italy et Chinatown à New York. Et c'est peut-être le seul film qui est vraiment réussi de cette période. Et on sent que il commence à acquérir un savoir-faire. Et on a l'impression que dans le film que vous allez voir, j'ai envie de dire, il va retourner finalement à une production indépendante. Dans laquelle il va à la fois redevenir un auteur indépendant et en même temps peut-être mettre à profit tout ce qu'il a appris, je pense, du côté de l'industrie hollywoodienne. Bon, alors en tout cas, je vous disais, on arrive au sommet de sa carrière, début des années 90, c'est le début de la reconnaissance critique aussi, et puis il va enchaîner comme ça, des chefs-d'œuvre avec Bad Lieutenant, et puis il y aura d'autres films très très intéressants dans cette période, The Addiction, Nos funérailles, et après, personnellement, je trouve que ça, il est toujours actif aujourd'hui, mais j'ai l'impression que ces films sont un peu dévitalisés, quoi. En tout cas, ce film-là, donc il le finance avec l'argent de producteurs italiens. C'est un film qui n'est pas produit par des Américains. Et il a coûté $5 millions, ce qui n'est pas si énorme. Quand vous allez voir les images, vous aurez peut-être l'impression que ça a coûté beaucoup plus cher. Donc c'est un film qui a été tourné, je crois, avec des équipes non syndiquées. Donc je pense qu'ils ont réussi à valoriser au maximum leur argent. Ils ont quand même réussi à bloquer le pont de Brooklyn, comme à New York, c'est pas rien. Il y a des séquences assez spectaculaires. Mais en tout cas, Ferrara, il dira que pour lui, c'était une façon bourgeoise de faire du cinéma, King of New York. Et c'est pour ça que juste après, il va revenir à un style de tournage beaucoup plus, fauché et un petit peu ce qu'il appellera un tournage guérilla sur Bad Lieutenant, quoi. Donc effectivement, donc c'est un film qui tourne en 2 mois, beaucoup de décors réels. Comme je vous disais, en fait, c'est un cinéaste qui a beaucoup exploré et presque documenté finalement les quartiers de New York. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous allez voir un New York qui est un peu entre deux périodes. On n'est plus tout à fait dans le New York décrit comme un enfer urbain, ce qu'on voyait beaucoup dans les années 70 et encore 80, où la criminalité est partout.
Et en même temps, on sent que va bientôt arriver cette nouvelle politique de, comment dire, je ne sais plus quel était le maire à l'époque, mais qui a imposé la tolérance zéro. Et voilà, Rudolph Giuliani, merci, et qui a donc transformé la ville. Et évidemment, il y a eu tout le travail ensuite de gentrification, ce qui fait que voilà, on est dans une période qu'on peut dire un peu charnière. Donc voilà un peu pour cette présentation. Je suis désolé d'avoir été long. En tout cas, voilà, Ferrara, quand il parlait de King of New York, il disait, voilà, nous, King of New York, le but c'était que ça fasse ressembler Scarface à Mary Poppins. Voilà. Donc vous êtes prévenus. Bon, en fait, il exagère. Si vous avez vu Scarface, c'est quand même très très violent. Et celui-ci, bon, il me semble que voilà, c'est pas du tout le même genre de cinéma, de toute façon, pas le même rapport à la violence. Mais en tout cas, voilà, pour terminer, juste vous dire que le film a été quand même très mal reçu à l'époque. Et alors aujourd'hui on a le recul, les films sont réévalués, etc. Mais il y a eu des, comment dire, il a été mal reçu parce que à la fois c'est un film de genre quand même qui s'inscrit pleinement dans le style, dans le genre du film de gangster, et en même temps c'est un film complètement un film d'auteur qui est extrêmement réflexif. Bon, on en reparlera après la séance si vous voulez bien. Et puis il y a aussi une dimension, je pense, qui a beaucoup joué, c'est le fait que vous allez voir que le gang autour de Frank White est constitué uniquement de noirs américains, et donc le film a été accusé, si vous voulez, d'encourager à la violence des noirs, et ça, quand je dis ça, ça veut dire que ça met en jeu aussi le racisme américain envers les noirs, et ça, voilà, ça a causé beaucoup de tort au film dans son exploitation. Voilà. Donc voilà, c'est parti pour King of New York. Je vous souhaite une excellente projection et j'espère que vous resterez après pour en parler. Voilà, merci. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas ce que vous en pensez du coup. Est-ce que ça fait vraiment passer Scarface pour Mary Poppins ? C'est très violent, mais voilà, aujourd'hui peut-être malheureusement on a un peu l'habitude. Il y avait eu des projets de suite à ce film, parce que bon, il est quand même, il est rentré dans la pop culture, comme on dit. Bon, pas autant que Scarface, hein, c'est quand même pas la même notoriété, mais enfin c'est devenu quand même une icône, Frank White. Voilà, pour pas mal de rappeurs notamment. Et donc, il y avait une demande quand même pour faire une suite au film. Et quand on lui demandait, Ferrara, il disait mais comment vous voulez qu'on fasse ? On a déjà tué tout le monde, donc du coup, on peut plus rien faire à partir de là, quoi. Alors bon, je trouve que Christopher Walken est quand même vraiment extraordinaire dedans. Enfin, ouais, je suis assez d'accord que il est encore plus impressionnant que dans Joue bout de l'enfer, quoi. Ouais. Bon, alors on a affaire, donc comme je vous disais, bien sûr, à un film de gangster, qui a une forme à la fois très très typique et un peu différente. Enfin, j'essaierai d'expliquer. Il y a le film, à mon avis, est modelé en grande partie sur ce qu'on connaît du film de gangster qui est né dans les années 30, hein, avec ces schémas narratifs que vous avez peut-être vus dans le Scarface de War Dogs ou l'ennemi public, ce genre de choses, qui est l'ascension et la chute du gangster, ce qu'on appelle le rise and fall en anglais. Qui est la forme qu'on retrouve dans le Scarface de Palma. Donc là, on a quelque chose qui pourrait ressembler à ça, puisqu'il passe son temps finalement à essayer d'éliminer ses concurrents, pour devenir le roi de la ville, le King of New York. Et puis la mort l'attend de toute façon à la fin. Voilà, c'est le passage obligé de tout film de gangster. Avec cette petite différence que lui n'est pas un gangster qui va commencer de zéro comme dans Scarface. Hein, il ressemble peut-être c'est un peu plus le modèle d'histoire qui serait celui qui a fait De Palma par exemple dans l'Impasse, je dois être 93 l'Impasse. Voilà, le modèle où le gangster sort de prison finalement et va se donner 1 an ou 2, là je crois qu'il se donne 1 an, pour atteindre un but qui est en général amasser assez d'argent pour ensuite se ranger des voitures, quoi. Et ici il y a un but qui est un peu plus moral, on va dire. Enfin, on en rediscutera, mais en tout cas
c'est un film quand même qui, même si on peut effectivement le rattacher au genre et à ce type d'histoire, il me semble qu'il est quand même assez déconcertant par pas mal d'aspects et assez différent en fait, même dans la forme, même dans la façon dont il a de raconter cette histoire. Moi, je trouve, même en le revoyant, en fait, je trouve que finalement, c'est assez difficile, et quand on essaie de s'en souvenir, c'est assez difficile, je trouve, de reconstituer une sorte de progression dans le film. La stratégie de Frank White, on comprend bien que voilà, il veut éliminer les concurrents, mais voilà, en termes d'histoire, j'ai pas tellement l'impression, voilà, de sentir une progression du personnage. Et d'ailleurs, en fait, dès le début du film, on le voit sortir de prison, il a tout de suite sa limousine, il va tout de suite dans un sorte d'hôtel de luxe. Oui, c'est ça, c'est le Plaza. Donc on a cette impression que de toute façon, voilà, dès le début, il est déjà le roi de New York d'une certaine manière, enfin dans le milieu mafieux. Et donc on a l'impression que tout le film va consister en affrontements comme ça, qui vont se répéter de scène en scène. C'est assez... ça, par contre, c'est assez frappant. Il y a une espèce de configuration de scène qui revient sans cesse, qui est en général une confrontation entre un personnage et un groupe. Et d'ailleurs, au début, quand on ne connaît pas le film, on ne sait pas ce qui va se passer quand Frank White est dans sa chambre d'hôtel et qu'il y a le groupe de gangsters noirs, donc, qui sont menés par Lawrence Fishburne, Jimmy Jump. Il y a une espèce comme ça de moment de suspension. On a l'impression qu'ils vont éventuellement ils vont l'agresser. Et puis après, évidemment, ça se termine par des embrassades. Mais voilà, cette espèce de confrontation comme ça entre un personnage et un groupe, et je trouve reprise en de nombreux endroits dans le film, et que voilà, on a l'impression que c'est qu'une répétition de ce modèle-là, entre l'individu et une forme de groupe, et par extension, tout le film, c'est un peu Frank White contre New York, quoi, d'une certaine façon. Mais voilà, ça, je trouve que là-dessus, le film c'est ça qui le fait sortir un peu des canons du genre, quoi, et qui le rend assez particulier. Et je trouve qu'il reste à ce jour, voilà, un film quand même assez étrange, en fait, finalement. Après, il y a évidemment aussi tout ce que vous avez sans doute repéré dans le film, qui là aussi est pas tout à fait commun. C'est cette façon, en fait, d'alterner constamment entre des éléments qui s'opposent. Enfin, vous avez entendu, rien qu'au niveau de la musique, c'est quand même pas banal, en fait, dans un film, d'alterner entre de la musique classique. Je crois qu'au début c'est Vivaldi, et puis du hip-hop. Enfin, à l'époque c'est Schooledy, je crois. Après, je suis pas très fort en ce type de musique, mais en tout cas c'est la première fois qu'on utilise ce type de musique dans un film, en tout cas de cette ampleur. Et je trouve ça assez gonflé de la part de Ferrara d'avoir mélangé, non, puisque on alterne, on a soit l'un soit l'autre, et si je me trompe pas, il y a des sortes de nappes de synthé aussi qui viennent de temps en temps, mais il y a cette espèce de confrontation entre deux types de musique qui en général sont jamais rapprochés, en tout cas. De la même manière, vous avez la façon de jouer aussi, vous avez des contrastes là-dedans, évidemment, entre Jimmy Jump, Lawrence Fishburne, qui a un jeu gangsta rap très, très théâtral, et évidemment vous avez vu Christopher Walken, qui lui a un jeu extrêmement rentré, qui a certaines comme ça éruptions de violence, ou alors parfois il va se mettre à danser. C'est assez étrange d'ailleurs, sa façon de danser. Mais voilà, en tout cas, on a beaucoup de choses comme ça dans le film, rien qu'au niveau de l'image. En fait, vous avez peut-être repéré qu'il y a une espèce de chromatisme qui est attaché, un chromatisme, une teinte bleutée, qui est souvent associée au monde des voyous ou des gangsters. Et du côté des flics ou des lieux de pouvoir, en général, on est plus sur des teintes orangées ou chaudes, en tout cas. Voilà, il y a le côté chaud-froid qui est assez appuyé. Et puis vous avez évidemment cette alternance de lieux, opulents, de lieux de pouvoir, les restaurants, etc. Les lieux de réception, l'hôtel, et les lieux qui sont ceux
voilà, des rues, des gangsters, comment dire, l'espèce de boîte de nuit, on ne sait pas trop, enfin de repères comme ça dans le lieu désaffecté, là sous le pont de Brooklyn à la fin. Des endroits malfamés, etc. Donc le film passe finalement de l'un à l'autre en suivant un peu le personnage. Et ça, c'est quelque chose, il me semble, qu'on a rarement vu. Enfin, peut-être corrigez-moi si je me trompe, mais dans les films de gangsters, en général, il peut y avoir des liens entre évidemment des hommes politiques ou de pouvoir, des histoires de corruption, mais en général, il y a quand même une dissimulation des personnages quand ils changent de milieu, alors que là, on a l'impression que Frank White, lui, il circule assez facilement de l'un à l'autre, quoi. Je trouve que là-dessus le film est assez étonnant. Et puis il y a ce mélange, quoi, de moments très contemplatifs aussi. Alors ça, vous avez dû évidemment repérer, puisque ça fait partie des images les plus connues du film. C'est quand Frank White, je crois que c'est vers le début, il regarde à travers la baie vitrée de sa chambre d'hôtel, il regarde New York, il y a le reflet des lumières de la ville là, sur son visage. Et donc il y a un côté un peu comme ça, un peu à la Michael Mann, l'homme qui contemple le paysage urbain comme ça, un peu pensif. Ça produit pas du tout la même chose, hein, bien sûr, mais en tout cas il y a des moments comme ça, voilà, de suspension, de contemplation, qui vont même en fait s'insérer au sein de scènes d'action assez palpitantes, comme la scène de poursuite en voiture à la fin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le moment où ils arrivent sur le pont de Brooklyn, d'un seul coup on se met à regarder les poutres métalliques qui défilent, comme si Frank White, qui est au volant, et qui normalement devrait penser à autre chose que regarder le pont, enfin les poutres, comme si son esprit s'échappait sur autre chose. C'est très étonnant, ça. Moi, je n'ai jamais vu ça dans un autre film. Donc, en tout cas, voilà, tout ça pour dire que ça rend le film aussi assez finalement imprévisible, parce que il est programmatique en tant que film de genre, parce qu'on sait que probablement il va mourir, quoi, à la fin. Ça, c'est un peu le truc inévitable. Et lui-même, le personnage le dit plus ou moins. Enfin, il sait que il a besoin d'un an, mais il sait qu'il va y passer à un moment donné. Mais comment dire, dans sa progression, voilà, il me semble qu'on ne sait pas très bien comment les choses vont tourner dans la plupart des scènes, quoi. Mais donc je vous disais, de toute façon le film tient énormément autour du personnage de Frank White. C'est pareil, c'est quand même un drôle de personnage, parce qu'en général on a quand même des modèles de gangsters assez si on reprend les Scarface ou les films des années 30, il y a toujours quelque chose d'assez exubérant, théâtral, etc. Ici, évidemment, on a un personnage qui est complètement spectral. Enfin voilà, il a un côté un peu mort-vivant. D'ailleurs, il a des phrases en fait qui laissent entendre que, je crois au début, il dit que ses sentiments sont morts, quelque chose comme ça. Enfin. Bon, il y a des phrases presque explicites en fait sur le fait qu'il est qu'on peut l'appeler mort-vivant, ou alors on peut faire un rapprochement qui est assez explicite aussi dans le film avec la figure du vampire, puisque vous vous souvenez qu'il y a la séquence où les gangsters de Chinatown sont en train de regarder Nosferatu de Murnau dans un cinéma. Ce qui est une idée complètement incongrue. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Il n'y a aucune chance pour que ce type de personne regarde ce film, à mon avis. Mais en tout cas, ça donne quelque chose d'incroyable, et ça renvoie, à mon avis, vraiment au personnage de Frank White. Il a des moments, des attitudes, pour moi, qui renvoient complètement à cette figure du vampire. Si vous revoyez d'ailleurs le Nosferatu de Herzog, il y a des attitudes en fait du Dracula incarné par Kinski qui semblent reprises littéralement. Enfin voilà, quand il regarde l'horizon comme ça, qu'il a le regard perdu. Enfin il y a des choses très très similaires. Et puis même dans la façon dont pour le coup dont l'histoire est construite.
dans le parcours de Frank White. Voilà, il sort de prison au début, mais on a vraiment l'impression qu'il, comment dire, enfin en tout cas on peut faire la comparaison avec la vie de Dracula, du vampire. On a l'impression qu'il sort d'un caveau, quoi. Il y a un peu cette idée avec les grilles, etc. La limousine, il y a un côté un peu corbillard, quoi, le côté noir comme ça, la façon dont elle se déplace. Voilà, il y a quand même beaucoup de signes qui font penser à ça. Et puis même lui, de toute façon, quand on regarde sa complexion, en fait, on a l'impression qu'il est, il est très pâle, quoi. Enfin, il est un peu exsangue, j'ai envie de dire. Et puis il s'appelle White, voilà, c'est pas pour rien. Et donc voilà, donc il y a une espèce comme ça je trouve de comparaison qui est intéressante. Et même à la fin, finalement, quand il meurt dans le taxi là, au milieu de l'embouteillage, bah, on peut se dire que d'une certaine façon, il retourne dans une forme comment dire, de cercueil, quoi. Bon, donc voilà, mais ça fait de lui. Alors pourquoi cette figure du vampire, vous allez me dire, parce que finalement ça sort un peu nulle part. Bon, de toute façon, il y a toute la dimension spirituelle, peut-être. Je dirai un mot dans un instant là-dessus, sur le rapport à la mort, etc., à la vie, bon, le bien, le mal, toutes ces choses-là. Mais le personnage du vampire aussi, enfin, le lien est fait non seulement avec le personnage, mais avec la question du cinéma, peut-être. Parce que, comment dire, la figure du vampire, ça a été comparé d'ailleurs dans un film qui est sorti pas très longtemps après, qui est le Dracula de Coppola. Il y a ce rapprochement entre le vampirisme et le cinéma, en tant que, dans le fait qu'un film ne peut exister finalement que dans le noir, et que la vie ne peut avoir lieu que dans le noir. Donc il y a une espèce de comparaison comme ça, et vous avez un personnage en fait qui passe son temps à voir aussi les choses à travers des vitres ou des écrans. Il ne regarde pas par une baie vitrée, ça va être la vie de sa voiture, des rideaux, des choses comme ça. Donc un personnage en fait qui est toujours en train donne toujours l'impression d'avoir une activité très intense dans sa tête, et de penser le monde qui est autour de lui, mais d'une façon quasiment abstraite, quoi. Alors, ce qui est étrange aussi dans ce personnage, c'est que, ça je vous disais effectivement, cette façon de circuler d'un lieu à un autre, entre pauvres et riches, enfin ce truc assez étrange. Alors là-dessus, peut-être dire un petit mot, on peut éventuellement y voir une évocation par Ferrara de ce que lui a pu vivre en tant que cinéaste, je vous disais avant la séance, sur le fait que dans les années 80, donc tout ce qui précède ce film, il a été lui cinéaste pauvre en fait, qui bricolait des films quand même pour pas grand chose à New York. Il a été amené à travailler sur, je vous disais, des séries comme Miami Vice, où il a fait je sais plus quel pilote de série télé. Enfin, il a travaillé avec Michael Mann, voilà. Et donc forcément, il a été amené à rencontrer des producteurs, enfin des financiers de l'industrie du cinéma, des gens qui ont beaucoup d'argent, quoi. Donc il a forcément côtoyé ce type de lieu de pouvoir où l'argent circule beaucoup. Enfin, de toute façon, il l'a raconté aussi, que c'était une expérience assez incroyable, mais que c'était pas son milieu, et que de toute façon Ferrara a un problème avec l'argent en soi, enfin, on en parlera. Mais voilà, tout ça pour dire que Frank White, dans cette espèce de capacité comme ça à faire le lien entre les milieux malfamés et puis la haute société, peut-être que c'est une façon pour Ferrara de raconter sa propre expérience, voilà, d'une certaine manière. Mais bon, de toute façon, voilà, le nœud du film, c'est quand même cette idée complètement dingue de Frank White, ce gangster, qui trafique de la drogue, de dire à un moment donné, je veux faire quelque chose de bien. C'est-à-dire, je veux me servir de l'argent que je vais gagner grâce à la drogue pour financer ce fameux hôpital pour enfants, quoi. Donc quand en fait, on peut le résumer par la formule, se servir du mal pour faire le bien. Bon. Mais comment il va faire ça? Effectivement, il va se comporter d'une certaine manière en bon capitaliste, puisque il va
il va comment dire, exploiter globalement la misère des gens, parce que la drogue, il ne la vend pas qu'aux riches, hein, c'est aussi les gens des quartiers pauvres. Donc c'est ce truc un peu dingue où il va en fait probablement bousiller la santé de plein de gens et d'un autre côté financer un hôpital. Donc c'est quand même quelque chose effectivement d'assez barré, mais il y a quand même cette idée voilà, de faire de l'argent sur un mode capitaliste complètement brutal et de s'en servir pour le bien commun. Alors de toute façon là-dessus, je pense que le film est assez clair, il y a des lignes de dialogue qui l'appuient pas mal sur le fait que, il me semble que Ferrara, avec ce film, il produit une critique assez radicale voilà, de la façon dont la société américaine fonctionne économiquement. De toute façon, c'est pas forcément hyper nouveau. On avait ce type de discours un peu quand même dans Scarface. Cette idée que le gangster en fait incarne de cette manière une espèce de quintessence de la brutalité du capitalisme. Voilà, c'est faire de l'argent quoi qu'il en coûte et s'il faut éliminer des gens, ça pose pas de problème, etc. Donc cette idée que on détruit, on exploite et on fait de l'argent, c'est la seule chose qui compte. Avec cette idée aussi de l'addiction qui est là, hein, parce que évidemment on est dans le domaine de la drogue. Il y a l'addiction à l'argent aussi. Enfin, c'est quand même une des premières choses qui motive tout le monde dans le film, même Frank White au début, là, quand il voit la mallette. Mais je pense que plus profondément, c'est intéressant quand même de réfléchir au principe de l'addiction dans le fonctionnement du système économique, quoi. Enfin, que c'est presque quelque chose qui pourrait être mis à la base de la réussite du système capitaliste, quoi. C'est qu'on donne envie aux gens de consommer, etc. Bon. On crée du manque, quoi, si vous voulez. Donc là-dessus, il me semble que le film est assez clair et que la charge est assez violente. Une autre charge qui est complétée par un constat quand même assez affligeant aussi, qui est de dire finalement on a ce gangster qui est normalement quelqu'un qui est au service du mal, quoi, qui fait du mal et qui a cette idée un peu folle de transformer ça en quelque chose qui bénéficierait au bien commun. Et de l'autre côté, on a les gens qui sont du côté du pouvoir, que ce soit les gens autour de la mairie, etc., qui eux ont normalement en charge le bien commun, et on sent bien que de leur côté la corruption règne et que ils ont aussi qu'une envie, c'est de se servir finalement de ce pouvoir qui normalement devrait bénéficier à la communauté, et puis de s'en mettre plein les poches, quoi. Donc il y a un peu cette idée que tout est un peu inversé dans le film, quand même les flics, de toute façon, au bout d'un moment, on sent bien que c'est plus du tout une question de justice, en fait, c'est juste une question de vengeance comme ça, qui n'a pas beaucoup de sens, quoi. Donc alors ce qui est intéressant, il me semble, c'est que donc Ferrara, il nous montre tout ça. Donc là, on serait plus dans une vision qui serait celle d'un mal, qui a une origine sociale. Donc on pourrait dire une vision, d'une certaine façon, assez progressiste des choses. C'est-à-dire qu'on pourrait les améliorer, en fait, si ça fonctionnait différemment. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au cours des séances qu'on a eues cette année, la question du mal et comment il circule, comment il intervient dans la société, comment il est représenté dans les polars. Ça peut prendre des formes différentes. Et dans Dortiari, par exemple, on avait vu qu'il y avait une vision du mal qui était très abstraite, qui était indépendante en fait des déterminations économiques, sociales. Dans Dortiari, le mal s'incarne dans un serial killer. Qui tue, et on ne sait pas pourquoi, et il suffit de le tuer, on élimine, et puis la société rentre dans l'ordre. Donc ça fait partie de ces films un peu droitiers, très conservateurs. Et puis il y a aussi des polars qui ont une vision plus sociale, on va dire. Je sais pas, on avait vu le film de Sidney Lumet, Un après-midi de chien, par exemple. Et ce que je voulais dire, c'est que chez Ferrara, ça me paraît
beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que il y a ce constat, sur la manière dont la société fonctionne mal, d'une certaine façon, et en même temps, on sent bien qu'il y a autre chose, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que chez lui, la question du mal, elle est aussi traitée de façon quand même un peu métaphysique, quoi. On a l'impression que d'avoir des personnages en fait qui, d'une certaine façon, comme Frank White, qui sont presque sidérés du fait qu'ils n'arrivent pas à faire autre chose que le mal, quoi. Et on sent bien que la racine du problème, elle est quand même un peu là. C'est à l'intérieur des personnes, quoi. De toute façon, cette question du mal et puis de la torture que ça produit chez les personnages, on la verra de façon beaucoup plus explicite, dans les films suivants, Bad Lieutenant, The Addiction, et même Nos funérailles. Mais je trouve que là, il me semble que c'est déjà un peu à l'œuvre. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans les films de Ferrara, c'est la façon dont il cherche à analyser ce que ça produit, ça, chez le personnage. Comment il va réagir à cette contradiction. Alors il y a une universitaire critique de cinéma qui s'appelle Nicole Brenes, qui a écrit un livre sur Ferrara que je vous recommande, qui s'appelle Ferrara, les fleurs mais sans le mal. Et elle a trouvé je trouve une formule hyper intéressante pour caractériser les personnages de Ferrara. Elle dit qu'ils sont traversés par une douleur qui les déborde et par un projet éthique sublime qui les mène à la mort. Et dit comme ça peut-être ça peut paraître un peu compliqué, mais si vous voulez, elle décrit le type de comportement qui est celui de Frank White. Elle le compare finalement à la psychologie d'un serial killer. Alors pas au sens où c'est quelqu'un qui va tuer des gens à la Hannibal Lecter, quoi, mais plus dans la façon de percevoir le monde. Et elle rapproche ça en fait d'un comportement d'un personnage comme Travis Bickle dans Taxi Driver. Je pense que vous l'avez en tête. Hein, vous savez, ce personnage qui voit New York comme un espèce d'immense dépotoir rempli de criminels, et il voit tout ça à travers la vitre de son taxi. Et il décide qu'il va, à lui tout seul, finalement, nettoyer tout ça. Donc, un rapport complètement déglingué, finalement, à la réalité et à l'autre, quoi. Et d'une certaine façon, il y a quand même pas mal de similitudes avec Frank White dans toutes les idées qu'il se fait sur comment il pourrait changer la donne dans toute cette ville, en fait, qui fonctionne mal, et que lui, en fait, il pourrait financer un hôpital, changer les choses, etc. Mais dans ce que Nicole Brenes décrit de cette psychologie, c'est que le problème, c'est que ce type de personne, finalement, ne fait que projeter des choses, en fait, sur le monde, et n'est pas réellement en contact. Voilà. C'est-à-dire que le côté comme ça, un peu déglingué, un peu pathologique, c'est d'essayer de fabriquer une sorte de contre-monde comme ça, et de ne pas être du tout en prise avec la réalité d'une certaine manière. Moi, il me semble qu'il y a un peu de ça dans le film, même s'il y a des descriptions comme ça je trouve, de camaraderie entre Frank White et ses lieutenants qui sont assez vivantes, quoi, qui marchent assez bien. Donc il est souvent seul, contemplatif et pensif, mais il a aussi cette capacité quand même à communiquer un peu avec les autres. Voilà un peu pour ce Frank White, et ça reste, moi j'avoue que ça reste quand même encore un peu mystérieux quand même, ce type de personnalité. Peut-être pour finir, alors il faut, comme on est chez Ferrara, on est toujours un peu obligé de parler de rédemption. C'était le grand sujet, je me souviens, dans la critique dans les années 90. Et en fait, ça va devenir très explicite à partir de Bad Lieutenant, cette question du rachat, de la rédemption, et donc le lien avec la religion catholique. De toute façon, Ferrara, il est italien, il a été élevé comme ça, etc. Mais je trouve que dans ce film-là, en fait, on n'est pas encore tout à fait
passer du côté des récits qui amènent à la rédemption, comme Bad Lieutenant, The Addiction, enfin ce genre de film, quoi. Je trouve que c'est beaucoup plus ambigu dans ce film-là. Alors tout ça, en fait, ça vient beaucoup de son scénariste, j'ai oublié de vous le dire, qui s'appelle Nicolas St. John, et qui a travaillé sur tous ses films jusqu'à Nos funérailles. Et je pense que c'est assez flagrant parce que après la thématique religieuse comme ça, il me semble qu'elle disparaît quasiment en fait chez Ferrara. Mais donc oui, il y a la question, c'est peut-être de savoir est-ce que finalement Frank White a comment dire, est-ce qu'il a réalisé une partie de son projet finalement de transformer le mal en bien, de transformer cet argent sale, cet argent taché de sang. Est-ce qu'il a en partie réussi ce projet, et est-ce que ça l'a sauvé en partie? Bon, je pense que c'est peut-être un peu la question de fond du film. Je ne suis pas sûr que le film y réponde, mais bon, il y a comme ça, je trouve, qui sont parsemés comme ça dans le film, des petites touches comme ça qui font des petits rappels, on voit des crucifix, des madones, des choses comme ça. Voilà, ça reste, je trouve, il me semble assez discret, alors que quand on va être dans Bad Lieutenant, voilà, on aura carrément comment dire, des symboles énormes, enfin, on va même avoir une rencontre avec le Christ, enfin des choses comme ça. Là, dans ce film-là, voilà, ça reste à un niveau, je trouve, très, très spirituel, et pas asséné, quoi, je veux dire, mais y compris le personnage, quand il est en prison, je disais, on a l'impression qu'au début, il sort de son caveau, comme Nosferatu, mais en même temps, si vous vous souvenez, dans sa cellule, il me semble qu'il y avait beaucoup de livres, en fait. En gros, il passait son temps à lire. Ce qui, pareil, n'est pas tellement crédible, en fait, pour ce genre de personnes, il me semble. Mais il y a un côté comme ça, un peu... on pourrait voir une sorte de retraite monacale, d'une certaine manière. Voilà. Donc il y a quelque chose... quand il dit I'm reformed, quand il est sorti de prison. Donc il y a cette idée quand même que j'ai changé, en fait, j'ai été... il s'est passé quelque chose en moi d'ordre spirituel. Bon, donc après, moi je vous laisse voir ce que vous en tirez, sachant que voilà, chez Ferrara, la question du rachat ou de la rédemption, elle est quand même toujours hyper violente, dans la mesure où, comment dire, comme je vous disais, il a cette façon de penser le monde et de penser la question du mal, où elle finit toujours par nous contaminer, nous ronger de l'intérieur. Et la seule façon de s'en libérer, en général, c'est de se donner la mort. Donc on ne sait jamais trop si c'est du suicide ou du sacrifice. Ça dépend des films. Mais en tout cas, c'est assez torturé, assez noir, quoi. Mais voilà, donc je vois que c'est un film qui vous laisse sans voix. Oui. Oui, une remarque tout à l'heure, vous parliez dans votre présentation du jeu particulier d'expression de Christopher Walken, qui était un peu à la fois séducteur, mais en même temps, il y avait un côté un peu qui était bizarre, qui était étrange chez lui, qui était même inquiétant. Ah. Et en particulier, c'est son sourire. Il y a toujours un sourire qu'on retrouve dans ces autres films, il me semble, qui précède quelque chose de violent, de particulièrement angoissant. Et c'est son sourire que je trouve très notable et très particulier, qui est un sourire gênant. Enfin, gênant dans son jeu de torture mentale, je sais pas. Voilà. Donc on le retrouve bien dans ce que vous aviez annoncé tout à l'heure. Oui, bah c'est... Ça le rend un peu, ça le caractérise un peu comme un espèce de psychopathe ou au minimum quelqu'un bipolaire, quoi. Voilà. Donc, ouais, effectivement, ça marche très bien. Et puis il y a peut-être un côté aussi un peu, je sais pas, un peu diabolique, quoi, là-dessus. Et c'est marrant, je me disais, c'est assez
C'est assez étonnant aussi le jeu de Laurence Fishburne parce qu'il y a le côté un peu comme ça racaille quoi, le côté très théâtral, mais il y a sa façon un peu démente de rire aussi, je trouve qui est assez frappante, y compris pendant en pleine fusillade en fait, on sent que le type il est complètement parti en fait, et, il se met à rire comme un dément, voilà. Et d'ailleurs ça se termine comme ça à la fin quand il est criblé de balles, allongé par terre et qu'il dit achève-moi, etc. Et il est à moitié en train de rire, en fait. Il y a quelque chose de comme s'il était vraiment possédé. Donc je pense que c'est pas tout à fait un hasard, quoi. Voilà. À la fin, quand tu regardes après autant de violence pendant tout le film, il finit presque apaisé dans le taxi. C'est assez étonnant, j'ai trouvé. Alors que c'était un déferlement de violence, il aurait pu finir aussi sous des balles dans tous les sens, et il finit juste sur un tête-à-tête, une sorte de western presque à la fin, et il va mourir tranquillement au milieu d'une foule de bagnoles et de flics qui vont essayer de... J'ai trouvé cette différence extraordinaire. Symboliquement, il prépare sa chute, il provoquer les flics, et il va toujours le mec, et finalement, il va finir presque apaisé. Oui, je suis assez d'accord. Disons que ce qui est frappant à la fin, c'est qu'il y a quand même ce truc... il est quand même au milieu d'un embouteillage, en fait. Il y a quand même ce truc incroyable d'être comme ça. Et d'ailleurs, avant, il marche en fait beaucoup dans les rues, et on a l'impression que c'est des endroits très touristiques. Enfin, j'ai eu l'impression. Donc ça renforce vraiment cette espèce de côté complètement... Ce type n'a plus rien à voir avec ce monde. Enfin, je sais pas, une espèce de, tu vois, de même le New York, c'est comme si le New York avait changé et que lui, il a une espèce de survivance comme ça, de gangster à l'ancienne, si on veut, qui est complètement dépassé. Après, c'est sur la signification effectivement de cette mort à la fin. Toi, tu dis oui, il a l'air apaisé, c'est possible. Peut-être qu'on peut se dire il a fait ce qu'il a pu pour faire de son point de vue quelque chose de bien, même si c'est très contestable. Et après, il y a aussi ce truc où il était toujours presque déjà mort en fait dans le film, hein, dans son attitude. Donc moi j'avais tendance à voir ça aussi finalement. Mais Pour ajouter, effectivement, ça reste de l'interprétation, mais effectivement c'est un genre de death wish qu'il a. Et tout à l'heure, quand on parlait de sa contemplation sur la ville, etc., à chaque fois, c'est à travers une vitre. Et quand il s'agit d'un building, il est toujours en haut ou dans les hauteurs de ce building. Et pour une des rares fois, quand il est dans un building, c'est justement sur la fin, avant d'aller dans l'appartement du flic, quand il va faire tuer celui qui l'a trahi. Il assiste même par la scène, on entend le son. Et pour la première fois, il regarde la ville, mais il est en contre-plongée. Il est au plus bas. Pour moi, à partir de là, il sait que c'est la fin. Il n'arrivera pas spécialement à être maire, mais il aura fait entre guillemets du mieux que son peut. Oui, je trouve que c'est très bien vu. C'est vrai que la dernière fois il regarde, il est plus ou moins en contre-plongée. Enfin, en tout cas, il n'est pas en haut. Alors qu'il venait d'ordonner l'assassinat du traître là, du haut de l'escalier. Là, pour le coup, il dominait encore une fois la scène. Ouais. Et c'est intéressant d'ailleurs parce qu'il dit enterrez-le avec son argent. Hein, je trouve ça assez fort. Bon, de toute façon. Comment dire, le truc c'est qu'à la fois ce que je vous disais, Ferrara, je pense qu'il y a, et à mon avis il y a quand même une sorte de connivence là-dessus avec le personnage, parce que je pense on pourrait dire Ferrara a une sorte de haine de l'argent, au sens où ça fait partie, du fonctionnement capitaliste. Il faut faire de l'argent, quoi qu'on détruise, quoi qu'on tue, en gros. Mais je pense que plus profondément, je pense que l'argent pour Ferrara, c'est quelque chose de mal en soi, à mon avis. La scène de l'hôpital, où il vient, alors, il croit vraiment à l'hôpital. Vraiment, il veut faire quelque chose pour cette ville, l'hôpital de New York. Et il est capable de parler de calme et d'échange dans l'hôpital. Ça, je trouve ça extraordinaire, quand même. Le type, il vient dans un hôpital au sens, là, les valeurs du bien, entre guillemets, et il parle comme si de rien n'était, il commence à discuter du prix de la cam avec l'autre. J'ai trouvé aussi ce paradoxe hyper marrant. Oui, mais je pense qu'il n'y a que Christopher Walken qui pouvait jouer ça sans que ça soit ridicule, en fait, je pense. Mais mais le film est bourré comme ça effectivement de contrastes. Et là, en le revoyant, il y a un moment aussi que je trouve assez saisissant, c'est l'espèce de gala de charité où il y a espèce de toutes les tables là, de restaurants, et le chanteur là qui est noir.
Et là, tout de suite, j'ai oublié, mais je crois que dans les paroles, en fait, il y a quand même des choses assez frappantes. Il dit, je voulais être libre, quelque chose comme ça. Enfin, et donc, il fait ensuite, là, il remercie tous les donateurs, quoi. Et puis derrière, il y a l'image de l'hôpital qui tombe. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette scène qui est complète, enfin, pour moi, que je trouve obscène, justement. Enfin, il y a quand même ce type qui représente, on va dire, probablement, parce que oui, il raconte qu'il venait du ghetto, etc. Bon, bref. Et donc, il représente les pauvres gens, d'une certaine manière. Et il est là, finalement, à être payé pour chanter devant des gens riches qui sont en train de manger du caviar et qui ont lâché quelques piécettes, quoi, en fait, finalement. Et je trouve que la scène a l'air de rien comme ça, mais elle est ultra violente, en fait. Voilà. Et bon, enfin, il y a des tonnes de choses comme ça dans le film qui sont, je trouve, très très fortes. Ouais. Ouais. Bon, on s'arrête là. Merci beaucoup. J'espère que le cycle de films vous a plu et que vous me suivrez l'année prochaine sur un tout autre terrain qui est donc la comédie. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde.